Mon mari m'a envoyé un texto depuis Las Vegas pour me dire qu'il venait d'épouser son assistante. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai simplement bloqué ses cartes, changé toutes les serrures de la maison. Mais le lendemain matin, au moment où j'ai ouvert les yeux, la police était devant ma porte. Mon mari m'a envoyé un texto depuis Las Vegas pour me dire qu'il avait épousé son assistante. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué sa carte et changé les serrures. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, la police était devant ma porte. Mon téléphone, posé sur la table de nuit en acajou dont j'avais hérité de mon grand-père, a vibré bruyamment, une vibration qui m'a semblé plus forte que d'habitude dans l'obscurité de ce petit matin. L'écran s'est allumé avec cette lueur bleue artificielle et crue qui transperce l'obscurité comme un phare. Nicolas Bernard. Mon mari était censé assister à une conférence sur le marketing à Las Vegas, un événement de réseautage qui, selon lui, était crucial pour l'avancement de sa carrière. J'ai besoin de gagner plus d'argent, avait-il dit avant de partir jeudi matin, utilisant cette phrase typique des adeptes du marketing de réseau, celle qui m'a toujours fait un peu grimacer. Cette conférence va nous ouvrir tellement d'opportunités. Il m'a embrassé pour me dire au revoir avec ce qui ressemblait à une tendresse sincère, a traîné sa valise dans l'allée et est parti dans la BMW de location pour laquelle je m'étais portée garante. J'ai attrapé mon téléphone, plissant les yeux à cause de l'éblouissement, encore engourdi par une nuit agitée. Je pensais qu'il s'agissait d'une urgence, d'un portefeuille perdu, d'un vol raté ou peut-être d'une demande de virement pour une dépense imprévue. Nicolas était impulsif avec l'argent. Il l'avait toujours été. Mais j'avais appris à accepter ce défaut, cela faisait partie de mon amour pour lui. Au lieu de cela, j'ai trouvé une photo. L'image était granuleuse et légèrement floue, clairement prise d'une main tremblante sous les néons agressifs du strip de Las Vegas. Au premier plan, il y avait mon mari dans un costume bleu que je n'avais jamais vu. Ce n'était certainement pas l'une des tenues toutes noires suspendues dans son placard à la maison. Le costume ressemblait à quelque chose acheté dans une friperie, le genre de vêtements qu'on attrape quand on a oublié ses bagages à l'aéroport. À côté de lui, portant une robe tout droit sortie des années 80, se tenait Sophie Dupont, la collègue dont il avait souvent parlé l'année dernière, insistant toujours sur le fait qu'elle n'était que la nouvelle assistante qui l'aidait à planifier les choses et à éviter les problèmes inutiles. Il tenait un morceau de papier vers l'objectif. Même avec la faible luminosité et la résolution floue, je pouvais reconnaître l'écriture formelle et ce qui ressemblait à un sceau en relief, un certificat de mariage. Derrière eux, les fausses arches gothiques de mauvais goût d'une chapelle de mariage express brillaient sous des lumières violettes et des fleurs en plastique, ressemblant à la chute d'une très mauvaise blague. Le texto qui accompagnait la photo a suivi juste après. Je viens d'épouser Sophie. Je suis avec elle depuis 8 mois. Ta faible énergie a rendu ça trop facile. Profite de ta petite vie pathétique. Je suis enfin libre. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant inutilement au-dessus du verre. L'heure brillait en haut de l'écran. 3h47 du matin. Pendant ce qui m'a semblé durer 30 secondes, je n'arrivais plus à respirer. Je ne pouvais plus respirer du tout. Le choc m'a frappé comme un coup physique. Une explosion déchirant mes pensées. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pouvais sentir mon pouls dans mes tempes, derrière mes yeux, jusqu'au bout de mes doigts. Et puis, tout aussi soudainement qu'il avait frappé, le choc s'est retiré comme une vague fuyant le rivage. Ce qui a surgi à la place n'était pas la colère à laquelle je m'attendais, ni les larmes ou le désespoir, mais quelque chose de totalement différent. Une lucidité si aiguë qu'elle en était presque effrayante. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur dans une pièce sombre, inondant chaque détail d'une clarté absolue. Mes pensées, chaotiques quelques instants auparavant, se sont organisées en étapes claires et séquentielles. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il s'en était vanté. Il avait eu une liaison, l'avait documentée et avait envoyé les preuves directement à sa femme légitime avec un message conçu pour infliger un maximum de dégâts émotionnels. C'était d'une arrogance qui frisait la stupidité. Il venait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour le détruire. Je n'ai pas répondu. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai respiré jusqu'à ce que ma poitrine s'apaise.
Après cela, je me suis assise, j'ai allumé la lampe de chevet et j'ai marché jusqu'au bureau de la maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je n'ai pas eu de réaction dramatique digne d'un film. Je me suis simplement mise au travail. J'ai passé les 3 heures suivantes à planifier, à chercher des preuves. Chaque frappe sur le clavier était délibérée. Chaque décision était mesurée. Nicolas avait toujours été un caméléon, charmant quand il en avait besoin. Ambitieux au point d'en être impitoyable, capable de manipuler les gens si subtilement qu'on ne s'en rendait compte que bien plus tard. Mais il avait une faiblesse fatale qui allait causer sa perte. Il était un analphabète financier. Il traitait l'argent comme l'oxygène, illimité, invisible, quelque chose qui flottait simplement dans l'air pour qu'il le respire dès qu'il en avait besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lueur de l'écran devenant ma carte stratégique. D'abord, la maison. J'ai ouvert les documents de propriété que je gardais dans un dossier sécurisé, les documents que j'avais examinés de près lors de notre mariage, précisément parce que mon avocat avait insisté. J'avais acheté cette maison 3 ans avant même de rencontrer Nicolas lors de cet événement de réseautage professionnel. C'était un bien propre acquis avant le mariage, clairement protégé par le contrat de séparation de biens qu'il avait signé sans le lire parce qu'il était trop amoureux de moi pour se soucier d'ennuyeux documents administratifs. Je me souvenais vivement de ce jour, de la façon dont il avait balayé ma suggestion de faire examiner les documents par son propre avocat, comment il avait signé avec un enthousiasme joyeux puis suggéré d'aller boire des cocktails hors de prix pour célébrer notre mariage à venir. Ensuite, les comptes bancaires. Ce que Nicolas appelait notre compte joint était en réalité mon compte courant principal, sur lequel je l'avais simplement ajouté en tant que mandataire 3 ans avant notre mariage. Cette nuance était cruciale et il n'y avait jamais réfléchi. Je me suis connecté au site de la banque et suis allé dans la gestion du compte, supprimer le mandataire. J'ai cliqué sur confirmer la suppression. J'ai cliqué à nouveau. Le système a chargé pendant 3 secondes qui m'ont paru durer 3 heures. Puis, utilisateur supprimé avec succès. Les cartes bancaires ont suivi le même chemin. C'étaient des comptes que j'avais ouverts des années avant de le rencontrer. Il avait des cartes secondaires qui lui donnaient accès à mes comptes. Annuler la carte. Déclarer perdu ou volé. Supprimer le mandataire. Confirmer. 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 Tout a été exécuté avec une précision chirurgicale. 1 heure après avoir reçu la photo, il était totalement coupé de toutes les ressources financières sur lesquelles il s'était reposé au cours des 3 dernières années. Son compte courant personnel, comme je l'avais déjà vu sur l'application bancaire, stagnait toujours autour de 50 € car il flambait son salaire en tenue de golf qu'il n'utilisait jamais, en déjeuner d'affaires et en abonnement d'hiver dès que le virement tombait un vendredi sur 2. Une fois que tout a été terminé, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un service de serrurerie 24H24 trouvé par une recherche rapide en ligne. Serrurerie d'urgence, ici Thomas. La voix à l'autre bout du fil était endormie mais professionnelle. La voix de quelqu'un habitué aux appels d'urgence à des heures indues. Oui, j'ai besoin d'une intervention d'urgence, ai-je dit, la voix ferme et totalement dépourvue d'émotion. J'ai besoin que toutes les serrures extérieures soient changées immédiatement et que le code d'accès de la porte du garage soit réinitialisé. Ça va vous coûter au moins 300 € plus les frais d'urgence, a dit Thomas. Je l'entendais se réveiller complètement, probablement en train d'enfiler un pantalon et de chercher ses clés. Je vous paierai 600 € si vous êtes là dans les 20 minutes. Il y a eu une pause. Donnez-moi l'adresse. Je serai là dans 15 minutes. 12 minutes plus tard, il s'est garé. C'était un homme aux épaules larges avec une barbe poivre et sel, portant un polo rentré dans un jean usé. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, puis n'a posé aucune question. Il a commencé à travailler avec une perceuse et des ébauches de clés, me regardant de temps en temps avec une expression compatissante, comme s'il avait vu cette scène plus de fois qu'il ne voulait l'admettre. Pendant que Thomas travaillait sur la porte d'entrée, perçant l'ancienne serrure et installant la nouvelle, je me tenais dans l'entrée sous la lueur du lampadaire et j'ai commencé à préparer les étapes suivantes. J'ai fait des captures d'écran des messages de Nicolas et de la photo de mariage. Je les ai sauvegardés sur 3 services de cloud différents.
J'ai envoyé des copies à une adresse email personnelle dont Nicolas ignorait l'existence. À 6 heures du matin, la maison était devenue une forteresse. Le pont-levis numérique était levé. Chaque barrière physique était verrouillée et renforcée. Les clés que Nicolas portait dans son portefeuille lorsqu'il était parti pour son voyage n'étaient plus que des morceaux de métal inutiles, incapables d'ouvrir la moindre serrure de la maison dans laquelle il avait vécu ces 3 dernières années. J'ai remercié Thomas, je l'ai payé en espèces, puis je suis retourné dans le silence profond de la maison. L'adrénaline d'un peu plus tôt a commencé à se dissiper, remplacée par un lourd épuisement. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais comme un chirurgien qui venait d'amputer un membre gangrené. Mais sachant avec une certitude absolue que c'était le seul moyen de survivre, je me suis recouchée dans mon lit juste au moment où l'aube commençait à filtrer à travers les rideaux. Les nouvelles clés de la maison reposaient sur la table de nuit, là où se trouvait auparavant la photo de mariage encadrée de Nicolas et moi. Je l'avais retournée face contre table avant de me lever pour quitter la pièce. Incapable de regarder son sourire plus longtemps, j'ai fermé les yeux et je me suis demandé si je rêvais. Je ne rêvais pas. Je suis restée allongée là, à attendre la tempête dont je savais qu'elle allait arriver. Je me suis réveillée à 8 heures au son d'un bruit lourd, des coups violents sur ma porte d'entrée, assez fort pour faire trembler l'encadrement. J'ai attrapé un peignoir pour couvrir ma chemise de nuit, mon corps bougeant automatiquement, et j'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone avant de descendre. 2 policiers en uniforme se tenaient sur mon porche. L'un semblait avoir la cinquantaine bien entamée, les cheveux grisonnants et la posture fatiguée de quelqu'un qui avait géré trop de disputes conjugales au cours de sa longue carrière. Le plus jeune avait environ 25 ans, une mâchoire carrée et les yeux scrutant le quartier avec la prudence alerte d'une jeune recrue qui prend tout au sérieux. J'ai ouvert la porte, gardant la moustiquaire fermée entre nous. Une petite barrière, mais une barrière quand même. « Bonjour, messieurs », ai-je dit. « Comment puis-je vous aider ?» Le policier le plus âgé a ajusté son ceinturon, qui pendait bas sur ses hanches à cause du poids de l'équipement. « Madame, nous avons reçu un appel concernant des troubles de voisinage à cette adresse. Plus précisément, nous enquêtons sur un signalement d'expulsion illégale. L'appelant a déclaré que vous avez changé les serrures et coupé l'accès de votre mari à son argent pendant qu'il était en voyage. »« Je vois », ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte avec tout le calme que je voulais projeter. « Je ne les ai pas invités à entrer. »« Et qui prétend exactement avoir été expulsé illégalement ? » ?»« Votre mari, Nicolas Bernard, » a dit le jeune policier, jetant un coup d'œil à un petit carnet qu'il a sorti de sa poche de poitrine. « Il a signalé que vous l'avez enfermé dehors et annulé ses cartes bancaires sans préavis. »« Ah » ai-je dit en hochant lentement la tête. « Eh bien, messieurs, il y a un petit, mais très important problème avec cette plainte. Il n'est en fait plus mon mari. Du moins, pas selon ses propres actions. » Le policier le plus âgé a froncé les sourcils. « Madame, vous ne pouvez pas décider que vous êtes divorcée et enfermer quelqu'un dehors. C'est une affaire civile qui doit passer par le tribunal. »« Non » l'ai-je interrompu doucement, en levant la main. « Je suis désolé pour la confusion. Je veux dire que, physiquement et légalement, il n'est plus mon mari par son propre choix volontaire. Il a épousé sa maîtresse. » J'ai levé mon téléphone, que j'avais descendu spécialement pour ce moment. La photo du mariage était ouverte et prête. Le policier plus âgé s'est penché, plissant les yeux vers l'écran. J'ai regardé ses yeux parcourir l'image, observant la robe blanche, le certificat et l'architecture ringarde de la chapelle en arrière-plan. Ses sourcils se sont levés si haut qu'ils ont presque disparu sous le bord de sa casquette. « Eh bien, ça par exemple, » murmura-t-il, son ton passant de l'autoritaire à la stupéfaction la plus totale. « Est-ce un vrai certificat de mariage ? » ?»« Ça l'est, ai-je confirmé. Et voici le message qu'il a envoyé avec la photo. » J'ai glissé l'écran pour lui montrer le texto cruel, l'heure d'envoi bien en vue. Le jeune policier s'est penché par-dessus l'épaule de son collègue, et j'ai vu le coin de sa bouche tressaillir alors qu'il réprimait un sourire. « Maintenant, concernant la propriété, » ai-je dit. J'ai glissé vers une autre capture d'écran préparée sur mon téléphone. Ceci est l'acte de propriété montrant qu'elle a été achetée en 2016 à mon seul nom,
un bien propre acquis avant le mariage. Le nom de mon mari n'y figure pas, et le contrat de séparation de biens que nous avons signé protège clairement ce bien. Quant aux problèmes financiers, les cartes bancaires qu'il a mentionnées sont des comptes à mon nom, et j'ai le droit de révoquer ces accès. Les deux policiers ont échangé un long regard, ce genre de communication silencieuse qui se produit entre des collègues qui font ce métier depuis assez longtemps pour se parler sans mots. C'était le regard de personnes réalisant qu'elles avaient été envoyées sur la base d'une fausse déclaration. Il a aussi dit que vous aviez pris certaines de ses affaires personnelles, a ajouté le jeune policier, bien que l'accusation manque maintenant de force et de conviction. Ces affaires personnelles sont totalement intactes à l'intérieur de la maison, ai-je répondu. Cependant, puisqu'il a volontairement commis un mariage illégal et mis fin à notre relation conjugale par ses propres actes documentés, je n'ai aucune obligation légale ou morale d'accorder à lui ou à sa maîtresse l'accès à ma propriété privée. L'officier le plus âgé a poussé un long soupir, le bruit d'une fuite d'air lente d'un pneu crevé. Il a soulevé la radio sur son épaule. Monsieur, a-t-il dit dans le micro. Ici l'agent Petit. Nous sommes sur place. Un bref grésillement strident est sorti de la radio, suivi de la voix de Nicolas. Vous l'avez déjà arrêté? Dites-lui d'ouvrir la porte tout de suite. Mes cartes bancaires sont toutes refusées et je dois payer la chambre d'hôtel. C'est de l'abus financier. La mâchoire de l'agent Petit s'est contractée. Monsieur, a-t-il dit avec le ton las mais autoritaire que les flics utilisent face aux gens déraisonnables. Vous devez contacter un avocat en droit de la famille. Sur la base des preuves que nous avons examinées, nous ne pouvons pas forcer votre femme à vous laisser entrer dans sa maison. Sa maison? La voix de Nicolas est montée si haut qu'elle a probablement surpris tous les chiens du quartier. Elle a volé toute ma vie. Je rentre là-bas tout de suite. On vient récupérer mes affaires. Il a raccroché avant que les policiers ne puissent répondre. Petit s'est tourné vers moi. Son expression était un mélange de neutralité professionnelle et peut-être d'une lueur de sympathie. Madame, quelques conseils pour vous protéger. Ne détruisez rien qui lui appartienne. Ne jetez rien. Ne brûlez rien. N'abîmez rien. S'il revient avec une décision de justice ou sous escorte policière, vous devrez autoriser la récupération supervisée de ses biens personnels. Cela jouera en votre faveur à long terme. Je comprends. Merci, monsieur l'agent, ai-je répondu. Ils sont retournés à leur voiture de patrouille, ont brièvement parlé de quelque chose que je n'ai pas pu entendre, puis sont partis. Je suis resté sur le pas de la porte, les regardant disparaître, ressentant un étrange bourdonnement dans mes oreilles, comme un léger acouphène. La première vague s'était fracassée contre mes défenses et s'était retirée. Mais je savais qu'il ne s'arrêterait pas et qu'il ne reviendrait pas juste pour récupérer ses affaires. Il allait envahir les lieux comme une armée conquérante. Sauf que cette armée était chaotique, émotionnelle et totalement impréparée à la réalité qui l'attendait. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un email au service RH de Nicolas. Je n'avais pas voulu le faire au départ, mais ces accusations m'avaient fait changer d'avis. À 16h le même jour, une Renault Clio a dévalé mon allée avec la confiance agressive de quelqu'un qui croit détenir encore le pouvoir absolu. Ce n'était pas la voiture de Nicolas. Sa BMW de location était probablement encore garée à l'aéroport parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de parking journaliers. C'était la voiture de sa mère, avec Béatrice au volant. La mère de Nicolas, une petite femme aux cheveux teints en bordeaux, tentant de combattre le vieillissement avec l'aide financière que je lui avais fournie sans le savoir via des soins coûteux. Nicolas était assis sur le siège passager. À l'arrière se trouvait Sophie Dupont, qui avait l'air de quelqu'un venant de réaliser qu'elle avait apporté un couteau à une guerre nucléaire, et la sœur de Nicolas, Chloé, qui filmait déjà avec son téléphone avant même que la voiture ne s'arrête. Ils se sont déversés hors de la voiture dans une tempête chaotique d'indignation et de bagages de créateurs. J'étais prête. J'avais passé toute l'après-midi à emballer les affaires de Nicolas systématiquement. Pas soigneusement, pas avec l'intention de les préserver ou de les organiser. J'avais simplement rassemblé tout ce qui lui appartenait dans des sacs poubelles renforcés et des cartons aplatis sortis du garage. Vêtements, chaussures, affaires de toilette. Son incompréhensible collection de matériel de golf qu'il tenait à acheter, même s'il ne savait pas tenir un club.
Tout cela attendait maintenant dans des contenants clairement étiquetés, empilés proprement dans mon garage. J'ai ouvert la porte du garage alors qu'il s'approchait de la maison, puis je me suis tenue sur le pas de la porte, les bras croisés. « Espèce de monstre !» a hurlé Béatrice avant même d'être à mi-chemin de l'allée, sa voix assez perçante pour briser du cristal. « Comment oses-tu ? Enfermer ton mari dehors, lui voler son argent. On appelle la police immédiatement. » Ils étaient là tôt ce matin, ai-je dit calmement, d'un ton égal et neutre. Et ils sont repartis. Vous êtes libre de leur demander pourquoi ils ne m'ont pas arrêté pour tout ce dont il m'a accusé. Nicolas a arraché ses lunettes de soleil avec une gestuelle théâtrale, révélant des yeux cernés de poches sombres, probablement dues à une nuit passée à prendre de terribles décisions. La suffisance avait disparu, l'arrogance de la photo de mariage aussi. Il avait l'air désespéré et légèrement paniqué. « Tu m'humilies » a-t-il crié en pointant un doigt vers moi. J'ai essayé de louer une voiture et ma carte a été refusée. J'ai essayé de réserver un hôtel pour ce soir et cette carte a aussi été refusée. Sophie a dû payer l'essence juste pour revenir ici. Sais-tu à quel point c'est embarrassant ? J'ai regardé Sophie, qui se tenait légèrement derrière Nicolas comme si elle espérait que son corps la protégerait de mon attention. Elle a fui mon regard, fixant plutôt une fissure dans le béton de mon allée. « Bonjour, Sophie » ai-je dit d'un ton agréable, comme si je saluais une connaissance dans un café. Félicitations pour votre mariage. Quelle surprise. J'espère que les RH de votre entreprise seront aussi compréhensifs au sujet des relations sur le lieu de travail que je l'ai été face à toute cette situation. La tête de Sophie s'est relevée brusquement, les yeux écarquillés. Quoi ? De quoi parlez-vous ? Oh, de la politique stricte d'interdiction des relations amoureuses sur votre lieu de travail, ai-je dit légèrement. Elle détaille très bien tout ce qui concerne les implications romantiques entre employés. Je suis sûre que Justine des RH sera fascinée par la photo de mariage. Je la lui ai envoyée il y a environ 2 heures, avec le certificat de mariage toujours valide entre Nicolas et moi. Le visage de Sophie s'est vidé de ses couleurs si vite que je me suis brièvement inquiétée de la voir s'évanouir en plein milieu de mon allée. Nicolas a hurlé. « Tu n'as pas fait ça. C'est mon travail. » Je l'ai fait, ai-je répondu. C'est fou, non ? Ce qu'on appelle les conséquences des décisions devient impulsive. C'est de l'abus financier, a soudainement crié Chloé en s'avançant, son téléphone levé comme s'il s'agissait d'une arme ou d'un bouclier. Je filme ça. Cette vidéo va directement sur X et tout le monde verra quelle personne égoïste et abusive tu es. Tu vas faire le buzz. Vas-y, poste-la, ai-je dit, regardant directement l'objectif de son téléphone. Assure-toi de mettre plein de hashtags. Identifie-moi si tu trouves mon compte. Je serai plus qu'heureuse de commenter avec la preuve de sa bigamie, la photo du mariage et le doux message que ton frère m'a envoyé. Je suis sûre que tes abonnés adoreront ce drame familial. Le téléphone de Chloé s'est légèrement abaissé, sa confiance vacillant alors qu'elle semblait réaliser que les batailles en ligne ne fonctionnent que si l'on a réellement le pouvoir. Où sont mes affaires ? La voix de Nicolas s'est brisée comme si je l'avais blessé avec mes décisions. Ce numéro avait marché sur moi pendant des années. Où sont toutes mes affaires ? Tu les as forcément détruites, pas vrai ? Tu es tellement rancunière. Je me suis écartée et j'ai fait un geste vers le garage derrière moi, où tout un mur de carton et d'épais sacs poubelles noirs était visible, le tout proprement empilé et clairement étiqueté avec le nom de Nicolas en gros marqueur noir. Tout est juste là, ai-je dit. Chaque chemise, chaque paire de chaussures, chaque article de toilette, toute la collection de golf. Vous avez exactement 1 heure pour tout charger dans la voiture et quitter ma propriété. Après ça, je fermerai la porte du garage et j'appellerai la police pour violation de domicile. Après tout ce qu'on a traversé, a lâché Nicolas, s'avançant vers la pile de cartons, les poings serrés le long du corps. Après 3 ans de mariage. Je t'aimais, et c'est comme ça que tu me traites pour une seule erreur ? Tu m'as envoyé un texto à 3h47 du matin en me traitant de pathétique, lui ai-je rappelé, ma voix toujours ferme mais tranchante comme de l'acier. Tu as épousé ta maîtresse. Tu couches avec elle depuis 8 mois et maintenant tu veux parler de ce que nous avions ?
Ils ont chargé la voiture dans un mélange d'hostilité et de silence. Sophie a dû trimballer des sacs et des cartons jusqu'à la Clio elle aussi. Béatrice marmonnait des insultes dans sa barbe, me foudroyant du regard à tout bout de champ. Chloé a continué à filmer par courtes séquences, bien que j'ai remarqué qu'elle orientait toujours l'objectif loin des cartons clairement étiquetés, probablement parce que montrer la preuve que j'avais préservé les affaires de Nicolas ruinerait le narratif qu'elle essayait de construire. Nicolas a essayé à 2 reprises d'entrer dans la maison, prétendant qu'il avait besoin d'utiliser les toilettes et de vérifier ses affaires une dernière fois. J'ai bloqué la porte les 2 fois, refusant de le laisser mettre un pied chez moi. Quand le coffre fut plein et la banquette arrière tellement bourrée de sacs poubelles que Sophie avait à peine la place de s'asseoir, ils ont fini par battre en retraite. Alors qu'ils s'éloignaient, j'ai vu Nicolas me dévisager par la vitre passager. Ce n'était pas de la haine dans ses yeux. Je l'aurais reconnu. C'était de la confusion, profonde et désorientée. Tout au long de notre mariage, il avait cru que j'étais passive, inoffensive, facile à contrôler et prévisible. Il appuyait sur un bouton et s'attendait à la soumission, à un effondrement en larmes. Au lieu de cela, il avait activé une version de moi complètement différente, une version qui s'était ratatinée pour se tenir à ses côtés et maintenir ce mariage en vie. J'ai fermé la porte du garage, je me suis adossée au métal froid de ma voiture, toujours garée à sa place habituelle, et j'ai senti mes mains commencer à trembler pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. L'adrénaline s'est finalement dissipée, laissant derrière elle un épuisement tremblant et un vide dans ma poitrine, comme si quelque chose y avait été creusé. Les jours suivants, Nicolas a lancé une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux qui aurait impressionné même un créateur de contenu célèbre, Facebook, Instagram, X. Il était partout à la fois, publiant de longs monologues émotionnels me dépeignant comme contrôlante, abusive, manipulatrice, paranoïaque, quelqu'un qui l'avait piégé dans un mariage sans amour et détruit son esprit. Il prétendait s'être enfui à Las Vegas par crainte pour sa sécurité. Il décrivait son mariage avec Sophie comme un amour salvateur, comme s'il était la victime de sa propre liaison plutôt que l'auteur d'une tromperie calculée de 8 mois. Il a posté des photos de lui l'air anéanti, assis dans un coin entouré de bouteilles de bière, une prise de vue très artistique, des photos des sacs poubelles que j'avais utilisés pour emballer ses affaires. Toutes soigneusement mises en scène pour raconter l'histoire d'un homme en train de s'effondrer. Des amis communs ont commencé à m'envoyer des messages. Certains me soutenaient parce qu'ils connaissaient Nicolas depuis assez longtemps pour reconnaître ses schémas, mais beaucoup m'accusaient. Comment as-tu pu le réduire à ça ? Il dit que tu contrôlais chaque aspect de sa vie. Ne sois pas si jalouse. Les hommes ne pensent qu'au travail. Que s'est-il réellement passé ? J'ai besoin d'entendre ta version. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas immédiatement. Au lieu de cela, j'ai appelé Clément, mon ami expert en cybersécurité et la personne qui avait aidé Nicolas à configurer son système de sauvegarde cloud 1 an auparavant lorsqu'il avait acheté un nouveau téléphone. Clément, ai-je dit doucement. J'ai besoin de l'historique de ces messages. Tout ce qu'il pense avoir supprimé. Je sais que tu l'as aidé à configurer la sauvegarde cloud l'année dernière. Tu peux y accéder. Son mot de passe est toujours Nicolas 234 parce qu'il ne change jamais ses mots de passe. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout. Je peux y accéder, a-t-il dit. Tu es sûr de vouloir voir ce qu'il y a là-dedans ? Donne-moi tout, ai-je répondu. Chaque message à Sophie, chaque email, chaque texto effacé. J'ai besoin du tableau complet. Le soir même, j'avais un PDF de 73 pages. C'était un registre exhaustif de trahison, si détaillé et complet qu'on aurait dit des preuves préparées pour un procès pénal. Clément avait tout extrait, les textos supprimés conservés par le cloud, les emails que Nicolas pensait avoir effacés pour toujours, même son historique de recherche, qui incluait des requêtes Google comme « Comment cacher de l'argent à sa femme » et « Procédure de divorce rapide ». Nicolas n'avait pas seulement fait des erreurs ou trompé. Il avait systématiquement saboté notre mariage depuis plus d'1 an. Les messages à Sophie remontaient à 14 mois, commençant de manière innocente mais se transformant rapidement en quelque chose de calculé et cruel. 12 octobre, elle est tellement stupide. Donne-moi encore 6 mois et j'aurai assez mis de côté pour le mariage de tes rêves. 24 décembre, joyeux Noël, bébé.
Je déteste être ici avec elle. 15 janvier, elle paie pour mon programme de certification en marketing. Le total est de 4 000 €. Quand j'aurai fini ça, je retirerai un autre investissement pour notre nouvelle entreprise. J'ai lu les 73 pages, ma mâchoire se serrant un peu plus à chaque nouvelle révélation. Puis j'ai choisi 3 captures d'écran spécifiques. Les aveux sur l'argent caché, prouvant une exploitation financière délibérée. Le message sur la famille ennuyeuse, montrant son mépris pour des personnes qu'il avait toujours bien traitées, et la stratégie des bénéfices garantis, exposant son plan calculé avec une clarté troublante. J'ai publié ces 3 captures d'écran sur mon mur Facebook sans aucune explication supplémentaire ni commentaire personnel. La réaction a été immédiate et intense. En moins d'1 heure, la publication avait été partagée 47 fois. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Les gens qui avaient écrit des commentaires de soutien sur la page de Nicolas sont soudainement devenus silencieux ou ont discrètement supprimé leur post. Certains, qui nous connaissaient tous les deux depuis des années, ont même partagé leurs propres histoires sur les fois où Nicolas leur avait menti ou avait manipulé des situations à son avantage. Dans un premier temps, le père de Nicolas a appelé mon patron au travail, un homme qu'il n'avait jamais rencontré, hurlant que j'étais une prédatrice et une tortionnaire financière qui devait être renvoyée immédiatement. Mon patron, qui avait déjà vu la photo du mariage à Las Vegas parce que les nouvelles vont vite dans un environnement de bureau, a poliment informé le père de Nicolas que s'il appelait à nouveau, le service juridique de l'entreprise interviendrait pour harcèlement. À 3h17 du matin, le jeudi suivant, moins d'une semaine après le texto, mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement provenant de la caméra de sécurité de la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application, encore à moitié endormi, et je me suis soudainement retrouvé à regarder Nicolas sur mon Porsche, chancelant, complètement ivre, essayant d'enfoncer son ancienne clé dans la nouvelle serrure. Quand ça n'a pas marché, il a commencé à frapper sur la porte avec ce qui ressemblait à une pierre de mon jardin. « Rends-moi mon argent », criait-il à la porte en bois, la voix pâteuse. « Voleuse. C'est l'argent de mon héritage. » Ce qui était ironique puisque son père était bien vivant et venait récemment d'appeler mon patron pour exiger mon renvoi. Je n'ai pas appelé la police. J'ai juste sauvegardé la vidéo. C'était une preuve de plus pour la procédure de divorce en cours. Mais le summum de l'absurdité absolue a été atteint 2 jours plus tard, avec l'appel d'un numéro inconnu. Même si je savais que je ne devrais pas, j'ai quand même répondu. « Allô ? Est-ce la femme qui détruit la vie de ma fille ?» a aboyé une voix aiguë et criarde, dégoulinante d'hostilité. « Excusez-moi. Qui est à l'appareil ? Je suis Marguerite Dupont, la mère de Sophie. » J'ai failli rire. En fait, j'ai dû couvrir ma bouche pour empêcher le son de s'échapper. « Madame Dupont », ai-je dit, essayant de garder une voix stable. « Je suppose que vous appelez pour vous excuser du fait que votre fille a une liaison avec un homme marié. » « Ma fille a fait une erreur », a-t-elle aboyé. « Les jeunes filles font des choses stupides quand elles sont amoureuses. Mais vous, vous êtes une adulte. Vous devriez être plus raisonnable. Vous devriez vous montrer plus mature dans cette histoire. Vous devez reprendre votre mari. » J'ai fait une pause, sincèrement abasourdi par cette logique. « Je suis désolée. Votre fille n'a que 4 ans de moins que moi, donc je ne l'appellerai pas une jeune fille. Et pourquoi devrais-je exactement le reprendre ? Sophie va le quitter, a dit Marguerite, sa voix tombant dans un murmure rauque, comme si elle partageait un secret honteux. Elle vit avec moi. Elle a 60 000 € de dettes étudiantes. Nicolas. Il ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc, vous devez le reprendre pour que ma fille puisse reprendre le cours de sa vie. L'audace était à couper le souffle. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, momentanément sans voix face à ce que j'entendais. « Laissez-moi m'assurer que je vous ai bien comprise, Madame Dupont », ai-je dit lentement. « Vous voulez que je me réconcilie avec un homme qui a commis un délit, a détourné mon argent pour son mariage, m'a trompé pendant 8 mois alors qu'il était encore marié avec moi, et a passé la semaine dernière à me diffamer en ligne. Tout ça pour que votre fille n'ait pas à assumer les conséquences de sa propre liaison. Quand vous le dites comme ça, vous avez l'air égoïste, a-t-elle grommelé, son ton sous-entendant que je faisais exprès d'être difficile. Le mariage,
c'est le pardon et les compromis. Apprenez cela à votre fille, ai-je répondu. Au revoir, Madame Dupont. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Puis je me suis assise dans ma chaise de bureau, j'ai fixé le mur et je me suis mise à rire. Un rire légèrement dérangé. L'audience de divorce a été fixée 2 semaines plus tard, en procédure accélérée, car la fraude et le fait d'épouser 2 femmes en même temps, bigamie, est une chose que le système judiciaire prend très au sérieux. Mon avocat, un homme brillant nommé Maître Richard Dubois, recommandé par un collègue, m'avait dit dès le départ que cette affaire serait simple. Juridiquement, vous êtes assuré de gagner, avait dit Dubois lors de notre première consultation. Il nous a littéralement mis entre les mains tout ce dont nous avions besoin, avec des preuves photographiques à l'appui. Je pratique le droit de la famille depuis 23 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un s'autodétruire aussi complètement. Le matin de l'audience, j'ai mis mon meilleur tailleur, celui qui me donnait un air professionnel et posé. Dubois m'a rejointe devant le palais de justice, portant une mallette qui, je le savais, contenait le document de 73 pages des messages de Nicolas, ainsi qu'une pile de dossiers de preuves. Prête, a-t-il demandé. Finissons en aujourd'hui, ai-je répondu. Nous étions assis dans la salle d'audience, un espace qui sentait légèrement la cire pour le sol, l'anxiété et le vieux café de la machine du couloir. La climatisation était trop froide, rendant la pièce stérile et inconfortable. Et puis la porte s'est ouverte. Nicolas est entré, portant une chemise froissée. Béatrice et Chloé l'encadraient comme des gardes du corps, me foudroyant toutes les deux d'un même mépris hostile. Sophie était remarquablement absente. La juge, une femme à l'air sévère nommée Patricia Martin, avec des lunettes de lecture perchées sur le nez et des cheveux argentés tirés en un chignon soigné, a levé les yeux du dossier devant elle. Ses yeux sont passés de la paperasse aux vêtements de Nicolas, puis à la photo du mariage à Las Vegas agrafée dans le dossier des pièces à conviction. Monsieur Bernard, a demandé la juge Martin, son ton indiquant qu'elle était déjà sceptique face aux documents devant elle. Je vois des informations contradictoires ici. Vous avez épousé une 2e femme alors que vous étiez déjà marié à Madame Bernard depuis 3 ans. L'avocat de Nicolas est rapidement intervenu. Un homme à l'air nerveux dans un costume mal taillé, qui ne s'attendait clairement pas à ce qu'une telle affaire atterrisse sur son bureau. Nous soutenons que le mariage à Las Vegas est invalide en raison de la contrainte et d'une incapacité temporaire due à la consommation d'alcool. La contrainte, a répété la juge Martin, en haussant un sourcil. Quelqu'un a contraint votre client à voyager jusqu'à Las Vegas, à trouver une chapelle de mariage et à épouser une autre femme? Votre honneur, mon client était dans un état de détresse émotionnelle extrême. L'avocat a insisté, la voix teintée de désespoir. Il se sentait prisonnier d'un mariage abusif. Il était également gravement intoxiqué au moment de la cérémonie, ce qui soulève des questions sur sa capacité à consentir. Dubois s'est levé lentement. Il n'a pas crié, n'a pas tapé du poing, n'a pas fait de grands discours. Il a simplement ouvert sa mallette, sorti la pile de documents et s'est approché de la barre. Madame la juge, a dit Dubois, sa voix douce comme la soie et tranchante comme une lame. J'ai soumis 73 pages de correspondance entre le défendeur et mademoiselle Sophie Dupont. Ces messages et emails remontent à 14 mois. Ils décrivent en détail un plan délibéré, calculé et systématique. Dans l'intégralité de cette longue correspondance, le défendeur n'exprime jamais de peur, de détresse ou la moindre indication d'avoir été contraint à cette liaison. Ce qu'il montre, c'est une exploitation financière, incluant ses propres aveux de retrait d'argent sur des comptes auxquels il avait accès, et un plan clair pour quitter le mariage seulement après que ma cliente ait fini de financer ses ambitions professionnelles. Le silence qui a suivi était lourd et étouffant. Le tic-tac de l'horloge murale était audible. Quelqu'un au fond de la salle a toussé. Nicolas a remué sur sa chaise. Le visage de Béatrice a pris une teinte rouge alarmante. La juge Martin a tourné une page, puis une autre. Son expression est passée de la neutralité professionnelle à quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Monsieur, a finalement dit la juge Martin, regardant Nicolas par-dessus ses lunettes. Avez-vous écrit, et je cite, « J'ai hâte de voir la tête qu'elle fera quand elle réalisera que j'ai tout vidé. Elle le mérite pour avoir été une femme aussi ennuyeuse ?»
Le visage de Nicolas est passé de pâle à rouge écarlate en environ 3 secondes. Votre honneur, cela a été sorti de son contexte. Je plaisantais. Dans quel contexte l'a interrompu la juge Martin, d'une voix sèche comme le désert, cette déclaration aurait-elle plus de sens? Nicolas a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun son n'en est sorti. Il n'y avait tout simplement aucune réponse qui n'empirerait pas les choses. Le marteau s'est abattu, net et surprenant. La juge Martin a déclaré d'une voix ferme et autoritaire, divorce prononcé. Tous les biens matrimoniaux, y compris les biens propres acquis avant le mariage ou tout ce qui est protégé par le contrat de mariage conclu avant l'union, reste la propriété de Madame Bernard. Le défendeur est entièrement responsable de tous les paiements ou dettes restants et n'a droit à rien d'autre. Il a été condamné à me verser 500 € par mois pendant 6 mois, soit un total de 3 000 €. Le marteau a frappé à nouveau. 500 € par mois pendant 6 mois, soit un total de 3 000 €. Ce montant ne couvrirait même pas les mensualités de la voiture de Nicolas, sans parler de son loyer, de ses habitudes d'achat ou de ses frais de subsistance. Alors que nous nous levions pour quitter la salle d'audience, je sentais le regard de Nicolas posé sur moi. La colère qui émanait de lui était presque palpable. À l'extérieur du palais de justice, le fragile semblant de paix qui régnait a volé en éclats instantanément. Béatrice, qui avait bouilli de rage tout au long de l'audience, a explosé au moment où nous avons posé le pied sur les marches du palais. « Tu as ruiné la vie de mon fils », a-t-elle hurlé, sa voix résonnant contre le béton et le marbre. Elle s'est jetée sur moi, les mains tendues comme si elle voulait m'arracher les yeux. Madame, reculez, s'il vous plaît, a averti Dubois en s'interposant entre nous avec une rapidité impressionnante pour un homme de la cinquantaine. Chloé, qui avait clairement regardé beaucoup trop de télé-réalité et participé à beaucoup trop de disputes en ligne, a lancé le grand caramel macchiato glacé qu'elle tenait. Elle visait très mal. Le gobelet a fait un large arc de cercle, effleurant mon épaule, et a explosé contre la poitrine d'une femme qui montait les marches du palais de justice derrière nous. Cette femme était Marguerite Dupont, la mère de Sophie. Apparemment, elle avait décidé d'assister à l'audience pour soutenir ce qu'elle considérait probablement comme un jeune amour. Ou peut-être pour implorer la clémence de la juge au nom de sa fille. Au lieu de cela, elle était maintenant couverte de caramel macchiato et de glaçons. Le cri qui est sorti de la bouche de Madame Dupont n'avait même pas l'air humain. Petite garce. Elle s'est jetée sur Chloé. Le chaos a éclaté, les sacs à main volaient, les ongles griffaient, les insultes fusaient dans les airs. La sécurité du tribunal s'est précipitée sur les marches en quelques secondes, séparant les femmes en train de se battre et menaçant d'arrêter toutes les personnes impliquées pour trouble à l'ordre public. J'ai reculé, mon avocat à mes côtés, observant le chaos se dérouler. Et puis j'ai remarqué Nicolas. Il n'a pas plongé dans la bagarre. Il n'a arrêté personne. Il n'est pas intervenu pour défendre sa mère ou sa sœur. Il est juste resté là à regarder le chaos se produire. 6 mois plus tard, les choses s'étaient calmées, mais tout avait aussi complètement changé. J'ai vendu la maison environ 3 mois après la finalisation du divorce. Elle contenait trop de souvenirs que je voulais laisser derrière moi, trop étroitement liés à une version de moi-même que je ne reconnaissais plus ou que je ne voulais plus être. Le marché immobilier était fou à ce moment-là. Je l'ai vendu 200 000 € au-dessus du prix demandé à un jeune couple avec des jumeaux qui adoraient le jardin. J'ai utilisé une partie des bénéfices pour acheter un bel appartement moderne en centre-ville, plus près de mon bureau, avec d'immenses baies vitrées et un gardien qui filtre tous les visiteurs. Personne n'est autorisé à entrer dans le hall à moins que je ne l'approuve explicitement. Selon des rumeurs crédibles venant de connaissances communes, Nicolas vit avec ses parents dans leur appartement exigu de 3 pièces. Apparemment, c'est une forme d'enfer très particulière. Sophie ne s'était pas présentée à l'audience de divorce car, à ce moment-là, elle était déjà passée à autre chose, littéralement. Nouvelle entreprise, nouvelle région, et elle avait rencontré quelqu'un de nouveau, une croupière au casino nommée Céline, qui apparemment ne posait pas trop de questions sur sa situation de logement ou son parcours professionnel. Quand Sophie a réalisé que Nicolas était ruiné et que je n'avais aucune intention de devenir le filet de sécurité de qui que ce soit, elle s'est volatilisée. Aux dernières nouvelles, via un ancien collègue, Sophie et Céline se sont mariées.
Sophie et Nicolas ont tous les deux été licenciés de leur ancienne entreprise. Ils ont été escortés hors du bâtiment par la sécurité le jour même. Madame Dupont, dans un rebondissement qui n'a surpris absolument personne, poursuit maintenant Nicolas en justice pour préjudice moral et atteinte à sa réputation. Elle réclame également le remboursement des frais de pressing pour le tailleur qui a été trempé de café. Le procès n'ira probablement nulle part, mais il ajoute une couche de pression supplémentaire à la situation déjà désastreuse de Nicolas. Quant à moi, il y a environ 2 mois, j'ai commencé à changer dans les moindres détails. Des choses qui, autrefois, me semblaient ne pas m'être destinées. Un tapis de yoga déroulé sur un parquet clair. Mes mains tremblant légèrement alors que j'enfonçais mes orteils dans le tapis, puis expirant, chaque respiration m'éloignant lentement du bruit du passé. Une casserole mijotant doucement sur la cuisinière, le grattement d'une cuillère en bois me rappelant que parfois, prendre soin de soi signifie simplement s'accorder un bon repas. Un texto d'un ami proche s'affichant, disant seulement un café aujourd'hui. Et moi répondant oui, 15 heures, en apportant mon sourire sans demander la permission à quiconque, sans me sentir coupable. Les amitiés sont devenues de nouveaux ancrages. Leur rire, la façon dont quelqu'un posait une main sur mon épaule alors que je racontais un chapitre chaotique, la façon dont leurs yeux me voyaient comme quelqu'un qui revendiquait son droit d'exister, et non comme quelqu'un destiné à subir. Nous avons marché ensemble dans des rues illuminées. J'ai voyagé, non pas pour fuir, mais pour ouvrir des fenêtres. Des billets d'avion allaient simples vers des endroits que je me contentais autrefois de regarder sur des cartes, pliant des vêtements dans une valise, posant mon passeport sur la table et levant la tête vers la vue depuis mon nouvel appartement. Les vitres allant du sol au plafond reflétant une femme qui organise calmement sa vie comme elle l'entend. À un moment, lorsque Nicolas a essayé de trouver mes coordonnées, le gardien de l'immeuble où je vis, avec son système de sécurité strict, l'a arrêté net à la réception. Un regard froid du garde, un hochement de tête silencieux, et il a compris que les limites n'étaient plus seulement des mots. J'ai réalisé lentement, comme la lumière du matin filtrant par une fenêtre, que j'avais laissé sa famille éteindre ma lumière pendant des années. Leurs mots s'étaient déposés sur moi comme de fines couches de poussière sur du verre, brouillant ma vision, me faisant me voir uniquement à travers leur prisme. Maintenant, je nettoie ce verre morceau par morceau avec de petites habitudes, avec des amis, avec une clarté juridique, avec des matins passés à faire du yoga et des dîners que je cuisine juste pour savourer mes propres recettes. Il n'y a pas eu de grande célébration, seulement des après-midi tranquilles où je me suis assise en laissant un profond sentiment de paix se répandre dans ma poitrine comme de l'eau chaude. J'ai repensé aux 73 pages de messages détaillant comment il avait prévu de m'utiliser et de me jeter. J'ai repensé aux 8 mois de mensonges. J'ai repensé aux textos de bon matin me traitant de pathétique, me disant de profiter de ma triste petite vie. Il a joué à des jeux stupides et il a gagné exactement le prix que ces jeux méritent. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir reconnu les signaux d'alarme plus tôt. Comme le jour de notre mariage, quand il m'avait dit que son ex-petite amie était folle et contrôlante parce qu'elle avait changé le mot de passe Netflix après qu'il soit allé dîner avec une cliente. J'aurais dû réaliser à ce moment-là que je regardais mon propre avenir. Mais maintenant je comprends. J'ai appris la leçon, et cette leçon valait chaque euro de frais d'avocat, chaque heure d'insomnie, chaque moment douloureux de ces premières semaines.